Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous avions détaillé l'importance de commercer. À savoir que même si un pays est plus productif que tous ses voisins, eh bien chaque pays a intérêt à se spécialiser dans ce qu'il sait faire de mieux. De cette façon, à ressources humaines et à productivité égale, on peut produire plus et les biens coûtent moins cher. Aussi, en créant un marché plus grand, on permet aux firmes d'atteindre leur taille optimale pour pouvoir produire plus à un plus faible coût. Avoir un large marché de consommateurs assure également la survie de ces firmes. Mais bien entendu, il faut avoir une solide politique de la concurrence pour éviter les monopoles qui feraient monter les prix. Pour rappel, un pays importateur va imposer des droits de douane, souvent dans un objectif de protéger sa production locale. Nous avons déjà discuté dans la première capsule de cette idée. Mais dans ce contexte-là, avec des droits de douane élevés, on pourrait se poser la question, en fait, qui les paye? Est-ce que c'est le pays exportateur, comme semble le penser Donald Trump, ou est-ce que c'est le consommateur du pays importateur? Eh bien en fait, celui qui paye ses droits de douane, c'est l'importateur, qui va ensuite les répercuter sur le consommateur final du pays qui les impose. Mais de cette manière, les pays exportateurs risquent de vendre moins. Donc les firmes exportatrices pourraient réduire leurs marges pour maintenir un niveau de vente. Dans cette capsule, nous allons voir comment réduire, voire même de supprimer les droits de douane entre les pays. Dans des capsules futures, nous verrons comment supprimer les autres freins à l'échange de biens. La première idée pour baisser les droits de douane a été d'instaurer une clause dite de la nation la plus favorisée. C'est une clause qui dit que si un pays va baisser ses droits de douane sur un pays tiers, alors cet abaissement des droits de douane s'applique d'office à tous les autres pays tiers. C'est un peu l'inverse de ce que fait Donald Trump actuellement, vu qu'il impose des droits de douane spécifiques à chacun de ses partenaires commerciaux. Cette clause de la nation la plus favorisée n'est pas récente, car les pays développés se l'appliquaient déjà entre eux à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, à cette époque, ils se plaignaient déjà que les États-Unis ne jouaient pas le jeu en imposant des droits de douane élevés. Cette règle de la nation la plus favorisée est encore appliquée aujourd'hui entre les pays de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Les États-Unis, membres de l'OMC, devraient donc appliquer cette règle, mais Donald Trump s'en fout. La première vidéo illustre le concept de nation la plus favorisée. On a 3 pays, nos vieilles connaissances Union Land et Solitaire Land. Et un nouveau pays, Tiers-Land, avec une cathédrale, un hôtel de ville et des maisons de style flamand. Ces 3 pays sont reliés directement entre eux par des routes. Et si vous avez votre passeport, c'est très facile d'aller en voiture, par exemple de Tiers-Land à Solitaire-Land. Ou encore de Solitaire-Land à Union Land. Et de Union Land à Tiers-Land. Mais si vous voulez transporter des marchandises, la situation est plus compliquée. Solitaire Land impose des droits de douane sur les voitures importées de Tiers-Land et encore plus sur le vin. Il faudra donc payer ces droits de douane à la frontière entre ces 2 pays. Ici, pour une voiture, c'est 30% de la valeur de la voiture. Si on exporte du vin de Tiers-Land vers Solitaire-Land, il faudra payer 70% de la valeur du vin en droits de douane. Pour l'instant, comme Trump, Solitaire-Land n'applique pas la clause de la nation la plus favorisée. Ses droits de douane sont encore plus élevés quand les biens viennent de Union Land, et pour les voitures, et pour le vin. Mais voilà, nos 3 pays ont décidé d'intégrer l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC.
Solitaire-Land doit appliquer les mêmes tarifs, donc droits de douane, à Union-Land qu'à Tiers-Land, en prenant les tarifs les plus bas, ceux qu'elle applique à Tiers-Land. Union-Land a toujours appliqué des tarifs plus raisonnables que Solitaire-Land. Pour les voitures importées de Solitaire-Land, les droits de douane ne sont que de 10%. Les droits sur le vin provenant de Tiers-Land n'étaient que de 10% contre 20% sur les vins provenant de Solitaire-Land. En devenant membre de l'OMC, Union-Land va devoir appliquer le plus faible de ses tarifs à ses partenaires et imposer des droits de douane de seulement 10% aux véhicules importés de Tiers-Land et réduire ses droits de douane pour les vins importés de Solitaire-Land de 20 à 10% pour aligner ses droits avec ceux appliqués à Tiers-Land. De la même façon, Tiers-Land va réduire ses tarifs pour ne garder que les plus faibles. Ces ajustements vont bien atteindre les objectifs de l'OMC, à savoir réduire les droits de douane entre les partenaires commerciaux. Ces droits ne sont pas réciproques. Les droits de douane sur les voitures sont de 10% à l'entrée de Union-Land, 20% à l'entrée de Tiers-Land et 30% à l'entrée de Solitaire-Land. Chaque pays n'a plus qu'un tarif unique vis-à-vis de ses partenaires de l'OMC. La règle de la nation la plus favorisée dans l'OMC réduit donc les droits de douane, mais elle empêche que deux pays signent entre eux un accord de libre-échange pour réduire encore plus ces droits de douane. Or, l'objectif de l'OMC, c'est de baisser les droits de douane au maximum. Pour cette raison, l'OMC admet donc deux exceptions à la règle de la nation la plus favorisée. Premièrement, elle permet à deux ou plusieurs pays de signer un accord de libre-échange, ALE, et deuxièmement, elle permet à deux ou plusieurs pays de signer une union douanière, UD. Dans les deux cas, une exigence de l'OMC est que les droits de douane dans les pays qui ne participent pas à ces accords n'augmentent pas. Ces accords doivent donc être neutres vis-à-vis des pays tiers. Notez cependant que ces deux types d'accords sont très différents. Les Britanniques s'en rendent bien compte actuellement, puisqu'avec le Brexit, ils sont passés d'une union douanière avec les pays européens à un accord de libre-échange. Mais pour être complet, il existe une troisième exception à la règle de la nation la plus favorisée de l'OMC. Les pays les plus pauvres peuvent bénéficier de droits de douane très bas, ou même nuls, sur certains produits, sans que cette faveur ne soit appliquée aux autres pays de l'OMC. Certains produits, le plus souvent, c'est tout sauf les armes. Maintenant, analysons un cas d'accord de libre-échange, ou ALE. Union-Land et Solitaire-Land décident de signer un ALE qui va réduire, voire mettre à zéro, les droits de douane entre les deux pays. Partant des droits de douane qu'ils ont adoptés après être devenus membres de l'OMC, ils décident de mettre à zéro les droits de douane sur les voitures et de réduire fortement les droits de douane sur le vin, entre deux, les partenaires de l'accord de libre-échange, ALE. Pour un pays tiers, comme Tiers-Land, rien ne change. En particulier, s'il décide d'exporter une voiture à Solitaire-Land, il va payer les mêmes droits qu'avant l'ALE entre Solitaire-Land et Union-Land, c'est-à-dire 30%. S'il exporte une voiture vers Union-Land, il payera aussi les mêmes droits qu'avant, c'est-à-dire 10%. Il a alors une idée de génie. Puisque les droits de douane pour les voitures sont maintenant de 0% entre Solitaire-Land et Union-Land, il va exporter ses voitures pour Solitaire-Land via Union-Land. Au lieu de payer 30% de droits, il paiera 10 plus 0%, soit 10%. Ok, tout a l'air de marcher. On lui demande de payer 10% à l'entrée de Union-Land, comme d'habitude. Il ne reste plus qu'à rouler vers la frontière avec Solitaire-Land. Mais là, première surprise, il y a un douanier, même si les droits de douane sur les voitures sont de 0% entre Union-Land et Solitaire-Land. Et ce douanier de Solitaire-Land lui demande le certificat d'origine de la voiture. Et comme il ne peut pas présenter de certificat prouvant que cette voiture a été construite à Union-Land, Solitaire-Land lui applique le tarif OMC pour les pays tiers, soit 30%. Notre vendeur de Tiers-Land y a perdu, puisqu'il va devoir payer 10 plus 30, qui font 40%. Bon, dans la réalité, il pourrait éviter de payer des droits de douane en transit. Pour illustrer une autre limitation des ALE, un article du Financial Times du 9 juillet 2019 expliquait que BMW, le propriétaire des Mini, allait rapatrier en Allemagne la fabrication des moteurs de ses voitures, jusque-là faites au Royaume-Uni. Une partie des Mini vendus en Europe est en effet montée en Afrique du Sud.
Les moteurs fabriqués au Royaume-Uni sont donc expédiés en Afrique du Sud, incorporés dans les Mini qui sont montés en Afrique du Sud, et les voitures prêtes à rouler sont ensuite réexpédiées par bateau en Europe. Comme l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec les pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, et que cet accord prévoit des droits de douane à 0% pour les voitures, qui ont pour origine l'Afrique du Sud ou l'Union européenne, les voitures montées en Afrique du Sud avec des moteurs britanniques pouvaient entrer dans l'Union européenne sans droit de douane, avant le Brexit. Mais après le Brexit, tout a changé. Les moteurs produits au Royaume-Uni ne sont plus européens, mais britanniques. Ils peuvent entrer en Afrique du Sud sans droit de douane parce que le Royaume-Uni a aussi signé un ALE avec l'Afrique du Sud. Mais les voitures produites sont britannico-africaines. Et même si l'Union européenne a un ALE avec chacun de ces deux pays, elle n'accepte pas que des biens britanniques entrent dans l'Union européenne au départ de l'Afrique du Sud. On dit qu'il n'y a pas de cumul diagonal. En général, l'Union européenne n'accepte pas le cumul diagonal. Il y a cependant une exception. L'Union européenne a créé une zone de cumul pan-méditerranéenne, qui comprend des pays méditerranéens qui participent au processus de Barcelone, comme le Maroc, l'Algérie, Israël ou l'Égypte, des pays qui appartiennent au grand marché, comme l'Islande ou la Norvège, ainsi que des pays candidats à l'adhésion. Donc, une Mini montée au Maroc avec des moteurs fabriqués en Islande pourrait rentrer en Europe sans payer les droits de douane en vertu des accords de libre-échange signés avec ces pays. Le Royaume-Uni voudrait faire partie de ce cumul diagonal, mais sa situation est très différente, parce qu'il n'a aucune intention de rejoindre le grand marché comme l'Islande, ni de rejoindre l'Union européenne, en tout cas à court terme. Nous avons donc vu que deux pays peuvent signer entre eux un ALE, un accord de libre-échange. Ce type d'accord a donc pour objectif de diminuer, voire même de supprimer les droits de douane pour un grand nombre de produits. Comme d'habitude, de grandes restrictions sont en général maintenues sur l'échange des produits agricoles. Souvent, la diminution des droits de douane pour ces produits ne se fait que pour un certain quota. Au-delà de ce quota, les droits de douane souvent élevés continuent à s'appliquer. Réduire les droits de douane rend les produits meilleur marché et donc plus accessibles aux plus pauvres. Cela permet aussi aux firmes les plus efficaces de se développer au détriment des moins efficaces. Cette spécialisation rend aussi les produits moins chers. Mais bien sûr, cela risque de faire disparaître les entreprises les moins performantes et donc avoir un impact sur l'emploi des gens qui seraient obligés de se reconvertir. Il faut également éviter que cela ne conduise à des monopoles qui profitent de leur position dominante pour faire monter les prix. En signant un ALE, chaque pays reste libre de signer d'autres ALE avec d'autres pays. Chaque partenaire commercial d'un ALE reste maître de sa propre politique et donc des droits de douane qu'il impose aux pays tiers. En particulier, les deux partenaires d'un ALE peuvent avoir des droits très différents pour l'importation d'un produit d'un pays tiers, par exemple pour une voiture, tout en supprimant entre eux les droits de douane pour ce produit.
Cependant, pour éviter que l'importation d'une voiture d'un pays tiers ne passe par le pays qui a les droits de douane les plus faibles pour atteindre le pays qui a le droit de douane les plus élevés, la réduction ou la suppression des droits de douane entre les deux pays d'un ALE ne s'applique que si le produit a pour origine l'un des deux partenaires commerciaux. Donc, si l'Union européenne signe un ALE avec le Canada pour l'importation de voitures canadiennes en Europe sans droit de douane, cela ne permet pas l'entrée en Europe de voitures américaines ou britanniques qui seraient importées au Canada. Donc, toute marchandise qui veut passer d'un partenaire d'un ALE à un autre doit présenter un certificat d'origine qui va prouver que le produit a bien été fabriqué dans un des pays membres de l'ALE. Définir des règles d'origine pour des produits bruts comme le blé ou le minerai est simple. Par contre, pour des produits plus complexes comme une voiture, définir les règles d'origine va s'avérer beaucoup plus compliqué et parfois donner des résultats assez surprenants. Ainsi, pour une voiture à essence, le moteur à essence représente une bonne partie de la valeur de la voiture et donc de son origine. Par contre, pour une voiture électrique, c'est la batterie électrique qui va représenter une bonne partie de la valeur de la voiture et donc de son origine. Ainsi donc, une voiture montée en Angleterre mais dont la batterie électrique viendrait de Chine sera considérée comme chinoise dans l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et ne bénéficiera donc pas des droits de douane à 0% que prévoit cet accord. À cause de ces certificats d'origine, tous les biens doivent être contrôlés à la frontière de deux pays membres d'un ALE, même si les droits de douane sont de 0%. Un ALE va donc obliger deux pays membres à contrôler les biens à leurs frontières. Un accord de libre-échange oblige donc à maintenir un certain contrôle aux frontières des partenaires de l'ALE. Il existe cependant un autre système de liens privilégiés au niveau des douanes entre deux ou plusieurs pays. C'est l'union douanière. La prochaine vidéo va montrer en quoi ça consiste, quels sont ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Nos deux pays, Union Land à gauche et Solitaire Land à droite, ont donc décidé de faire une union douanière à la place d'un ALE. Dans une union douanière, tous les biens couverts par l'union doivent avoir leur droit de douane à 0 entre tous les participants. Ici, comme Solitaire Land et Union Land veulent que leur union douanière couvre et le vin et les voitures, ils mettent leur droit de douane à 0 pour ces deux produits. Mais pour avoir une union douanière, il faut une autre condition. Il faut que le tarif vis-à-vis des tiers pour les produits couverts soit le même dans tous les pays qui appartiennent à l'union douanière. Dans notre exemple, le tarif qu'Union Land applique aux tiers pour le vin et pour les voitures doit être le même que celui appliqué par Solitaire Land vis-à-vis des tiers pour ces deux produits. Si on prend maintenant deux vendeurs de voitures de Tierland qui veulent vendre les voitures à Solitaire Land. Celui qui prend la route directe paiera les mêmes droits de douane que celui qui décide de passer par Union Land. Il n'y a plus besoin de contrôler l'origine des biens à la frontière entre Solitaire Land et Union Land, puisque les mêmes droits auront été payés, quelle que soit la route empruntée. Bien sûr, dans un cas, les droits de douane ont été payés à Solitaire Land, alors que dans l'autre cas, ils ont été payés à Union Land, alors que les voitures étaient toutes vendues par Tierland à Solitaire Land. Il faut donc mettre en commun toutes les recettes des douanes. Et ensuite trouver un système pour les répartir. Les unions douanières ne sont pas des inventions récentes. En 1820, il y avait une multitude d'États allemands, tous indépendants, et 1800 postes de douane internes. En 1828, la Prusse a proposé aux autres États allemands une union douanière, le Zollverein. Progressivement, tous les États allemands ont intégré cette union douanière, et même le Grand-Duché de Luxembourg. Après l'unification allemande en 1871, le Zollverein a continué d'exister entre l'Empire allemand et le Grand-Duché du Luxembourg, jusqu'à la guerre de 14-18.
Dans l'entre-deux-guerres, le traité de Versailles avait aussi établi une union douanière entre la Pologne, qui n'avait aucun port sur la Baltique, et un État créé de toutes pièces par le traité, la ville libre de Danzig. Grâce à cette union douanière, la Pologne pouvait utiliser le port de Danzig, actuellement Gdańsk, pour importer et exporter ses produits par la mer. Les droits de douane perçus étaient répartis entre les deux pays selon la destination des biens. Mais évidemment, l'union douanière la plus importante économiquement aujourd'hui est celle qui lie les 27 pays de l'Union européenne. Cette union douanière forme elle-même une union douanière avec les petits États européens comme Andorre et Saint-Marin, mais aussi avec la Turquie, sauf pour les produits agricoles, le charbon et l'acier. Grâce à cette union douanière, il n'y a plus de douane intérieure dans l'Union européenne et les biens provenant de pays tiers entrent essentiellement par 3 grands ports, Rotterdam, Hambourg et Anvers. Alors, nous sommes en 2035 et on a construit 4 lignes à grande vitesse pour le transport de marchandises entre Rotterdam et Anvers et Berlin, Paris, Barcelone. Et Pise. Un camion qui vient du sud de l'Espagne se dirige vers la ferrougare de Barcelone. Le camion embarque sur le premier ferrowagon disponible pour Rotterdam. Le conducteur sort de son camion et entre dans l'espace de repos et de loisirs du ferrowagon. Il va y rester pendant toute la partie ferroviaire du trajet. Le ferrowagon se déplace pour s'attacher à la locomotive qui va tirer le convoi jusqu'à Rotterdam ou Anvers. Un second ferrowagon vient s'attacher derrière. D'autres devraient suivre. Et c'est parti pour un voyage à 150 km/h, frontière franco-espagnole, contournement de Paris. Traversée de la Belgique. Et arrivée au ferro-terminal de Rotterdam. La locomotive se détache, prête à repartir dans l'autre sens. Le ferrowagon doit se rendre au quai 3. Le conducteur quitte l'espace de repos et de loisirs et rejoint son camion. La cabine de l'espace de repos et de loisirs se soulève pour laisser sortir le camion, et le camion roule vers la zone d'embarquement portuaire. Avec le chargement du conteneur sur le bateau, la responsabilité du transporteur routier s'arrête. On peut maintenant observer le déchargement d'un conteneur d'un bateau. Le transporteur routier prend la responsabilité de l'amener en Pologne. Quand le feu est vert au ferro-terminal de Rotterdam, il se dirige vers le quai 1 qui lui est assigné. Ici aussi, le conducteur descend de son camion et se rend dans l'espace de repos et de loisirs dans lequel il va rester pendant le trajet ferroviaire. Le ferrowagon est libéré et se rend à la locomotive en partance pour Berlin. Un conteneur à destination de la Tchéquie est déchargé du bateau et déposé chez le camionneur qui va en assurer le transport jusqu'à destination. Arrivé au ferro-terminal de Rotterdam et redirection vers le quai 1 également, le premier quai libre. Fermeture des barrières de sécurité et déplacement du chauffeur dans l'espace de repos et de loisirs. Le ferrowagon se déplace alors vers le convoi en partance pour Berlin. Le convoi pour Berlin démarre. Et rejoint Berlin à 150 km/h. La locomotive se détache et s'apprête à repartir pour Rotterdam dès qu'elle aura reçu des ferrowagons pour cette destination. Les ferrowagons qui arrivent de Rotterdam roulent jusqu'au ferro-terminal de Berlin où les chauffeurs rejoignent leurs camions. Les camions partent vers leur destination finale respective. Lorsqu'un camion quitte le ferrowagon,
La cabine de l'espace de repos et de loisirs passe à l'autre extrémité pour faciliter le chargement d'un camion qui voudrait se rendre à Rotterdam. On peut maintenant visualiser l'activité intense de chargement et déchargement du port de Rotterdam. L'activité est aussi intense au ferro-terminal de Rotterdam. Dans la réalité, le port et le ferro-terminal seraient sans doute plus intégrés, tout en préservant la responsabilité du transporteur routier d'assurer le transport de bout en bout en Europe. On voit bien comment un ferro-wagon qui arrive par exemple d'Europe décharge rapidement son camion et est rapidement prêt ensuite à charger un camion qui part dans l'autre direction. Bien sûr, ceci n'est qu'un exemple de possible infrastructure de ferroutage. Cette infrastructure vise à dégorger les autoroutes près de 3 grands ports, à diminuer l'empreinte carbone du trafic marchandises en Europe, à accélérer la vitesse de transport des marchandises tout en préservant la responsabilité du transporteur d'assurer un transport de bout en bout en Europe. Indépendamment de cette possible infrastructure de ferroutage, l'appartenance des 27 États membres à une même union douanière a démultiplié les échanges de biens entre ces États membres, permettant à chacun de se spécialiser dans ce qu'il fait de relativement le mieux. Pourtant, il reste des obstacles à la circulation sans entrave des marchandises. Dans la prochaine capsule, nous verrons quelles sont ces entraves et comment l'Union européenne a réussi à les supprimer entre ses membres. Pour supprimer les droits de douane entre deux ou plusieurs pays, il faut donc créer une union douanière qui concerne toutes les marchandises. Il y a 2 conditions pour créer une union douanière entre plusieurs pays. D'une part, il faut bien sûr que les droits de douane soient mis à 0, sinon il faudrait mettre des douaniers pour percevoir ces droits de douane. Mais il y a aussi une seconde condition qui a de grandes conséquences, il faut que tous les pays membres de l'union douanière adoptent un tarif commun. En effet, si chaque pays peut avoir son propre tarif, comme dans un accord de libre-échange, il faut respecter les règles d'origine et donc imposer un contrôle aux frontières des pays membres de cette union. Par contre, si tous les pays membres de l'union douanière ont le même tarif, c'est-à-dire imposent les mêmes droits de douane vis-à-vis des tiers, alors tout bien entrant dans l'union douanière paiera le même droit de douane à l'entrée, quel que soit le pays membre de l'union douanière par lequel il entre. Il n'est donc plus nécessaire de contrôler l'origine du bien. Toutefois, les biens qui rentrent dans l'union douanière n'ont pas forcément pour destination finale le pays par lequel ils rentrent. Il faut donc des règles pour répartir les revenus perçus lors de l'importation dans l'union douanière de biens provenant de pays tiers. Une autre conséquence importante de l'union douanière est que chaque pays perd sa capacité à déterminer seul les tarifs qu'il applique aux pays tiers. Il faut une procédure agréée par les membres de l'union pour établir et modifier le tarif commun. Une conséquence directe aussi, c'est que c'est l'union douanière qui va négocier les accords commerciaux avec les pays tiers et non les membres de l'union. Une union douanière entraîne donc automatiquement une perte de souveraineté nationale en matière commerciale. Mais cette perte de souveraineté est la seule façon de supprimer les contrôles aux frontières entre plusieurs pays. Dans le passé, une union douanière importante a été celle qui liait tous les États allemands avant la constitution de l'Empire allemand en 1871. Cette union douanière s'appelait alors le Zollverein. Supprimer le contrôle des droits de douane aux frontières permet aux biens d'entrer sur le territoire de l'Union par la route la plus économique. En Europe, par exemple, les biens provenant des pays tiers passent maintenant par 3 grands ports, Hambourg, Anvers et Rotterdam.
De grands ports signifie en effet des infrastructures de chargement et de déchargement, ainsi que des contrôles douaniers et réglementaires plus rapides et efficaces, comme par exemple le scanner pour la drogue. De grands ports reçoivent plus de bateaux et ont donc plus de chances d'être en contact avec les pays dont on veut importer ou exporter les biens. Comme les biens circulent sans contrôle douanier au sein d'une union douanière, chaque pays membre peut se spécialiser dans ce qu'il produit le mieux, ce qui réduit le coût de ses produits et les rend plus accessibles aux moins riches. Mais tout cela n'est possible que s'il n'y a pas d'autre obstacle à la circulation des biens. Quels sont ces obstacles? Et comment les éliminer? Ce sera le sujet de la prochaine capsule qui parlera du grand marché. Si vous souhaitez plus de détails sur les sujets abordés au cours de ces 2 dernières capsules, ou si vous voulez prendre de l'avance sur la 3e, n'hésitez pas à vous procurer le livre L'Europe, une liberté à ne pas perdre, paru aux éditions Méliès. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine capsule.